J'en profite d'abord pour remercier les organisateurs, organisatrices pour ce superbe événement très enrichissant, très diversifié au niveau des idées. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Je commence d'abord avec le sapere aude. Littéralement, si on traduit oser être sage, c'est la signification du terme. Kant va dire c'est la devise des Lumières. Moi, je vois ça vraiment comme une invitation à penser. Et Kant affirmait que les deux obstacles à la pensée, c'était la paresse et la lâcheté. Ça m'amène à penser, en fait, ça m'amène à croire que la pensée exige de l'effort et du courage. Donc, tout l'inverse, autrement dit. Mais la question fondamentale, un peu socratique que je souhaite poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que penser? Et pour essayer de réfléchir à cette question, je me suis tourné vers deux philosophes diamétralement opposés, qui vont chacun d'eux dans une direction radicalement différente l'une de l'autre, pour répondre à cette question. Le premier, qui est lié indirectement aux Lumières, puisqu'il les a en grande partie influencées, c'est René Descartes. Descartes, chez qui la pensée est une sorte de tension active, tournée vers la connaissance claire et distincte. Et le second philosophe, c'est Gilles Deleuze, qui s'est inspiré en partie de philosophes des Lumières, je pense à Kant principalement, Hume certainement aussi, chez qui Deleuze, la pensée est plutôt une forme de tension passive, provoquée par des forces obscures, indistinctes et chaotiques. Donc Deleuze, c'est un philosophe empiriste, alors que Descartes, c'est un rationaliste. Et Deleuze, c'est souvent opposé à Descartes, il est contre Descartes d'une certaine manière, mais moi ce que je veux me poser comme question, c'est un peu une expérience que j'amène ici, c'est y a-t-il un amalgame possible entre leurs deux philosophies portant chacune d'elles sur la pensée en tant que telle? Je commence d'abord par aborder Descartes. Descartes, moi je vois chez lui le thème d'une quête parménidienne. Dès sa jeunesse, Descartes qui va dire que le but de sa philosophie, c'est d'unifier les sciences. C'est l'un de ses buts en tout cas, c'est l'un de ses objectifs. Il veut prendre la diversité des sciences pour les unifier dans une sorte de sagesse universelle. Et il va dire c'est là l'identité d'ailleurs d'un savoir total. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vois quelque chose d'un peu parménidien là-dedans. Parménide, chez les philosophes présocratiques, on le considère souvent comme le premier rationaliste dans l'Antiquité. Descartes, lui, on le considère souvent comme le premier rationaliste moderne. Indirectement, Descartes semble s'inspirer de ce que Parménide avait préparé dans l'Antiquité avec sa recherche de l'être. L'être, il va dire, c'est la pensée, en quelque sorte. La question du principe d'identité est ici présente aussi, le principe de non-contradiction en quelque sorte. Je cite Descartes, dans les règles pour la direction de l'esprit, Descartes qui va dire « Toutes les sciences ne sont en effet rien d'autre que l'humaine sagesse qui demeure toujours une et identique. » Donc il y a quelque chose d'un peu parménidien dans cet objectif de Descartes de viser un savoir total. Mais la pensée chez Descartes, d'abord, pour réfléchir à cette question, chez lui, c'est quelque chose de naturel. La pensée, c'est une raison, et Descartes va souvent évoquer l'idée d'une lumière naturelle, la lumière naturelle de l'esprit. C'est une sorte d'intelligence pure, autrement dit, pour Descartes, la pensée. Et c'est bien la pensée qui peut servir à unifier les sciences, mais pas n'importe quel type de pensée pour Descartes, mais bien la pensée dans laquelle un certain bon sens s'est développé. Parce que pour Descartes, le bon sens est quelque chose qui doit être développé. Lorsqu'il écrit au début du discours de la méthode, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. C'est un peu une blague, il me semble, de la part de Descartes. Le bon sens doit être développé et peu de gens, selon Descartes, même parmi les philosophes et les savants, développent ou ont développé le bon sens. Descartes qui écrit presque personne ne songe au bon sens, c'est-à-dire à cette sagesse universelle. Parce que pour développer le bon sens, il faut recourir d'abord à des règles, mais surtout à une méthode, en quelque sorte. Choses qui sont très connues chez Descartes.
Par rapport aux règles, il y en a plusieurs, évidemment, et mon but, c'est pas qu'on les voit en profondeur, qu'on les analyse, mais je veux juste m'arrêter sur le rôle de l'intuition et de la déduction dans les règles pour la direction de l'esprit chez Descartes. Descartes qui va dire que c'est le mélange de ces deux choses, la voie principale qui mène à la science. La science identitaire, unitaire, universelle, sagesse universelle, nous dit Descartes. L'intuition, d'abord, qu'est-ce que c'est? Chez Descartes, c'est un peu lié au sens là du mot latin intuitio, qui signifie voir en quelque sorte. Donc, c'est une connaissance immédiate de ce qui est évident, de ce qui est simple et facile, aime bien ajouter Descartes de temps en temps. Descartes qui écrit « Par intuition, j'entends une représentation inaccessible au doute, représentation qui est le fait de l'intelligence pure et attentive qui naît de la seule lumière de la raison. » L'idée d'intelligence pure et de lumière apparaît, ces idées-là apparaissent dans cette citation de Descartes. Quant à la déduction présuppose qu'il y a eu un paquet de choses intuitionnées auparavant, des éléments simples intuitionnés. Donc, c'est ce qui se conclut à partir d'éléments simples auparavant intuitionnés. Descartes qui écrit « Il suffit que nous les ayons examinés l'un après l'autre, ces éléments simples, et que nous nous souvenions que du premier au dernier, chacun d'eux est attaché à ses voisins immédiats. » Et ici, je veux faire porter votre attention sur cette idée du souvenir. La déduction, ça se fait à travers un mouvement continu de la pensée qui tend vers des connaissances de plus en plus difficiles en s'étant appuyé sur des intuitions, sur des connaissances qui ont été intuitionnées, autrement dit, connaissances simples. Donc la pensée est déjà ici dans une forme d'activité. Il y a déjà une tension active de la pensée qui est présente ici, c'est-à-dire un effort de mémorisation. Et ça, Descartes revient souvent là-dessus, même dans les méditations métaphysiques. Mais de ça, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, je vais en dire un petit mot. Et Descartes en profite dès les règles pour la direction de l'esprit pour critiquer l'expérience, une chose qui est déjà très connue chez Descartes. Descartes qui va dire que l'expérience, ce qu'on sent, ce qu'on perçoit, ce qui nous affecte, c'est le lieu de ce qui est obscur et de ce qui est confus. Parce que l'expérience n'est pas suffisamment simple, nous dit Descartes. C'est quelque chose de composé notamment de deux choses. D'abord, ce qu'on expérimente, c'est une réalité extérieure à nous, remplie de corps, remplie d'objets. Mais de l'autre côté, il y a notre point de vue sur cette réalité, un point de vue interne, subjectif, qui dépend notamment de l'imperfection de nos organes, va dire Descartes. C'est déjà pour lui un énorme défaut, tout ça. Et c'est bien sûr, ce qui rend l'expérience obscure et confuse, c'est bien sûr la difficulté à savoir si notre façon de percevoir la réalité concorde avec cette réalité en soi. Problème que quelqu'un comme Kant va reprendre par la suite avec sa distinction entre phénomène et choses en soi notamment. Donc Descartes avait un peu installé ça auparavant. C'est pas le premier non plus. Mais il y a quelque chose d'autre qui rend l'expérience davantage obscure et confuse, et c'est le rôle du hasard. Ce qui arrive est imprévisible, ce qui arrive à l'extérieur de nous. Et Descartes va dire, il est arrivé dans l'histoire de la philosophie, de la science, que des connaissances vraies ont été trouvées ou découvertes à travers le fil de l'expérience, mais Descartes va dire que les savants et philosophes qui sont parvenus à de telles connaissances n'ont aucun mérite, puisqu'ils ont été plutôt chanceux au lieu d'avoir été habiles. Ils ont manqué d'habileté, c'est par hasard qu'ils ont découvert des choses pour Descartes. Descartes qui écrit d'ailleurs ses recherches désordonnées dans l'expérience et ses méditations obscures troublent la lumière naturelle et aveuglent l'esprit. Parce que pour Descartes, être habile, c'est être méthodique, c'est avoir recours à sa fameuse méthode, s'en tenir à ce qui est simple, analyser les difficultés en petites parcelles pour les intuitionner chacune d'elles, ensuite reconstruire les problèmes dans leurs plus grandes difficultés, une fois les choses intuitionnées claires pour l'esprit, et s'assurer qu'on n'a rien oublié, autrement dit. Ça, c'est les 4 règles, les 4 préceptes de la méthode dans le discours de la méthode de Descartes. Mais Descartes, il veut se lancer dans une science, il faut qu'il commence quelque part. Descartes se pose la question du commencement, autrement dit. Où commencer dans une quête de savoir universel?
Et Descartes, on pourrait dire peut-être que le doute, c'est son commencement, parce que on le sait tout le monde, Descartes commence par douter de tout, pour éliminer la possibilité des erreurs que nous pourrions avoir apprises dans notre éducation depuis notre enfance, autrement dit. Donc, Descartes, on sait, il doute d'un paquet de choses, j'y vais assez vite parce que c'est des choses déjà connues, mais il va douter de ses sens. Les sens m'ont déjà au moins trompé une fois, m'ont déjà trompé au moins une fois dans ma vie. Alors, je remets en question tous mes sens. Peut-être qu'il me trompe. Je vais tout de suite au troisième point, ce qui est moins important pour nous, mais il va douter même des sciences et des mathématiques à l'idée qu'il y aurait peut-être un Dieu tout-puissant, trompeur, qui ferait en sorte que 2 plus 2 égale 4, ce serait une illusion de notre part. Peut-être que, en réalité, 2 plus 2 égalerait 5, mais il nous tromperait en nous manipulant en quelque sorte. Bon. Mais c'est le deuxième type de doute ici qui m'intéresse, parce que c'est lié à la critique de l'expérience que j'ai soulevée il n'y a pas si longtemps. Peut-être que le monde n'existe pas, peut-être que les corps n'existent pas. Descartes va soulever un paquet d'hypothèses, peut-être que j'hallucine et que je suis fou en réalité. Peut-être que je suis dans un rêve, ça m'est déjà arrivé au moins une fois de croire qu'un rêve était une réalité, donc peut-être que en ce moment je rêve que je vous donne cette présentation. Bon, mais c'est toujours la question de la correspondance entre ma façon de percevoir les choses et le monde en tant que tel qui est remise en question par Descartes. Ici, dans ce deuxième doute, ce deuxième type de doute chez lui. Et encore une fois, on voit ici chez Descartes le fruit d'un effort actif de la pensée. Descartes qui écrit dans ses méditations métaphysiques notamment, qu'il doit constamment, tant qu'il n'a pas trouvé de vérité, se souvenir de ses doutes. Il y a un rôle de la mémoire qui est toujours très présent. La mémoire est toujours dans un effort actif de « je dois me souvenir de tous les doutes que je maintiens dans un effort de l'esprit, autrement dit ». Et c'est un effort notamment également parce que il faut que Descartes se trompe lui-même. Il va dire « je dois me tromper moi-même ». Croire faux ce dont on peut douter. Parce que Descartes va le dire constamment, tant que je n'ai pas trouvé de vérité, j'ai tendance à vouloir croire que ce que j'expérimente est vrai, certain et tout à fait naturel, autrement dit. Alors ça demande un effort de l'esprit de douter de l'existence du monde, des corps, etc. Peut-être des sciences et des mathématiques, bien sûr, dans tout ça. Mais le doute, bien sûr, c'est pas le vrai commencement de la pensée chez Descartes, de sa quête de science, que je devrais dire, de sa quête de connaissance vraie, parce que c'est la pensée qui doutait depuis le début. C'est la pensée qui était en activité depuis le début. Donc, c'est la pensée le véritable commencement, avant même le doute chez Descartes. La pensée qui était active, la lumière naturelle de la raison qui devient, pour reprendre son expression, le point d'Archimède pouvant mener à la certitude, aux connaissances vraies et distinctes, à la science, en quelque sorte. Et c'est la première vérité intuitionnée chez Descartes, pour faire un lien avec l'intuition qu'on a vu tout à l'heure, connaissance immédiate. Bon, l'existence de la pensée, c'est ça la plus grande évidence qui soit, bien sûr, pour Descartes. Et là, Descartes se pose des questions, bien sûr, sur la pensée. Qu'est-ce que c'est? Bon, tout à l'heure, on a vu, c'est une lumière naturelle, c'est une intelligence pure, c'est une raison. Descartes va s'en tenir à des propos vagues qu'il va répéter. C'est une chose qu'il pense, il le dit au moins 3 ou 4 fois dans les méditations métaphysiques. Mais Descartes en arrive assez rapidement à faire ce constat. Dans la pensée, il y a des idées. Il y a des idées de toutes sortes. Et chez Descartes, il y a une théorie de l'idée qui est quand même la sienne en tant que telle, différente de la théorie de l'idée chez Platon. Je ne veux pas embarquer dans ces détails-là, mais Descartes va dire il faut analyser les différentes idées qui sont en fait les informations dans notre esprit, autrement dit, c'est la façon dont les choses se présentent à l'esprit. C'est ça les idées chez Descartes. Mais il va dire faut les analyser pour vous distinguer, pour voir s'il n'y a pas moyen de distinguer des types d'idées, et il en distingue 3. Le premier type d'idées qu'il distingue, c'est les idées innées, que Locke va critiquer. On va voir tout à l'heure Deleuze va critiquer tout ça. Descartes va dire, c'est des idées qui sont dans mon esprit, qui sont nées avec moi, qui sont nées, c'est naturel, c'est ça la nature de l'esprit, autrement dit.
c'est là que la connaissance claire et distincte est possible, la raison humaine autrement dit. Ça se situe au niveau des idées innées, tout ça, chez Descartes. Le deuxième type d'idées, c'est les idées étrangères, celles qui proviennent de l'expérience, dont l'origine est objet extérieur avec un point d'interrogation. Il doute toujours ici Descartes, donc il répond pas à la question maintenant. Et Descartes va dire ici, on peut parler de croyances obscures et confuses, tout ce qui relève de l'expérience. Et le troisième type d'idées, je vais y aller vite parce que Descartes les prend plus ou moins au sérieux, c'est les idées inventées, dont l'origine est l'imagination, et là c'est la fiction. C'est les chimères qu'on imagine, etc. Bon. Et on connaît, c'est très connu, la première preuve de l'existence de Dieu chez Descartes, je vais y aller assez rapidement, ça part des idées innées chez Descartes. C'est la voie de la connaissance claire et distincte. Descartes va dire, il y a en moi ces idées innées que sont l'idée du parfait et l'idée de l'infini, qui sont certainement des effets provenant d'une cause qui n'est pas moi, étant donné que je suis fini et imparfait. Donc, cette cause ne peut qu'être parfaite et infinie. Seul Dieu est ainsi, va dire Descartes. Donc, Dieu existe, et Dieu, puisqu'il est parfait, ne trompe pas, il est bon. Et Descartes ajoute des petits développements que j'ai pas mis dans les diapos, mais c'est grâce à Dieu que je perçois une expérience parce qu'il a mis en moi aussi l'idée de l'étendue, etc. Et par la bonté divine, on peut en arriver enfin à dire que les idées étrangères, telles que je les perçois, concordent avec l'expérience en dehors de moi parce que Dieu me garantit que ces idées-là sont vraies, autrement dit, par sa bonté. Donc, chez Descartes, le monde et les corps existent et l'expérience devient possible du moment où l'existence de Dieu est prouvée une première fois. Et je conclus Descartes, cette partie-là sur Descartes, ici, en soulevant ces points. La pensée chez Descartes, c'est donc une lumière naturelle active, remplie d'idées innées. C'est le fondement rationnel des connaissances claires et distinctes chez Descartes. Et on voit qu'il y a constamment un effort actif de la part de la pensée, maintenir le doute par la mémoire, procéder avec méthode, avec une prudence très lentement, et partir des idées innées, c'est-à-dire qu'il s'agit de les intuitionner, ces idées innées-là, qui sont des effets dans l'esprit, pour s'élever après coup vers la transcendance en déduisant la cause qu'est Dieu par la preuve de l'existence de Dieu à partir de l'infini et du parfait, autrement dit. Donc, il y a toujours une activité de la pensée ici et le recours à l'expérience vient après coup. J'en arrive à Deleuze maintenant. Deleuze qui, d'abord, va critiquer la pensée chez Descartes, le fameux cogito, le fameux « je pense donc je suis », qui est l'expression de Descartes, l'une des expressions là, parmi tant d'autres pour désigner la subjectivité humaine en quelque sorte. Deleuze d'abord va dire que Descartes, le grand problème fondamental qui le poussait, que Descartes du moins a amené, qui était original en son temps, c'est le problème du commencement. Comment commencer lorsqu'on cherche à connaître, lorsqu'on cherche un savoir quelconque ou peut-être même une sagesse universelle, bon, comme le veut Descartes. Mais Deleuze va dire que sous le cogito, il y a un présupposé affectif. Un présupposé affectif, c'est-à-dire le sentiment que la pensée serait quelque chose de naturel, qu'il y aurait déjà une pensée naturelle, ou encore, va dire Deleuze, une sorte de bonne volonté tendue naturellement vers le savoir. Deleuze qui écrit, il est présupposé que chacun sait, sans concept, d'où le présupposé affectif, ce que signifie moi, penser et être. Le moi pur du je pense n'est donc une apparence de commencement que parce qu'il a renvoyé tous ses présupposés dans le moi empirique. Donc, le cogito, le je pense, la pensée est un faux commencement, nous dit Deleuze, parce que sous cette pensée, il y a un présupposé, celle d'une bonne volonté tendue vers le savoir, et Deleuze va plus loin.
ce présupposé-là, c'est la pensée de Descartes lui-même, c'est-à-dire sa bonne volonté à l'égard du savoir, nous dit Deleuze. Descartes qui aurait universalisé sa propre bonne volonté, sa propre curiosité, son propre désir de connaître à l'esprit en tant que tel, l'esprit humain en tant que tel. Deleuze qui en profite pour critiquer également la méthode de Descartes. Ça, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans son livre Spinoza et le problème de l'expression, cette critique de la méthode cartésienne. Deleuze qui se pose la question, y a-t-il vraiment d'abord des idées innées, claires et distinctes dans l'esprit qu'il s'agirait d'analyser pour après coup en déduire des causes obscures et confuses, ne serait-ce que celles de l'expérience, mais avant, chez Descartes, c'est même la cause qui est Dieu. Il faut passer par Dieu pour ensuite en arriver à démontrer l'existence du monde et des corps. Deleuze va dire en fait que la méthode cartésienne implique une ontologie de la transcendance. C'est-à-dire que pour démontrer l'être, ne serait-ce que l'être de la pensée, mais peut-être l'être en général, le monde, etc., il faut qu'il y ait une élévation de la substance finie qu'est l'esprit, qu'est la pensée, autrement dit, par sa lumière naturelle, par le recours aux idées innées, infinies, parfait, vers la substance infinie qu'est Dieu. Dieu qui est éminent, c'est-à-dire qui est supérieur à la réalité naturelle, qui est équivoque parce qu'il ne se dit pas dans le même sens que la réalité naturelle faite de substance finie, Dieu, substance infinie, donc deux sens complètement différents, et qui se dit de façon analogue comme cause des effets, que sont les choses créées, comme nos pensées par exemple, parce que, étant donné sa supériorité, son éminence et l'équivocité de la façon d'en parler, nous dit Deleuze, chez Descartes. Et qu'est-ce que je viens de faire là? Deleuze va dire en fait que... Pardon. Qu'est-ce que je disais? C'est ça, Dieu n'est cause que par analogie des effets, parce que les effets ne se disent pas de la même façon que la cause qui est Dieu, qui est transcendant. Autrement dit, l'esprit, nous dit Deleuze, en réalité, dans sa conception à Deleuze, bien sûr, est sans lumière naturelle. L'esprit, il est vide. Il est vide, et c'est à travers l'expérience qu'il se remplit d'idées, comme si chez Deleuze, il n'y avait autrement dit que des idées étrangères, même si c'est pas dans le même sens que chez Descartes, mais ça peut aider à comprendre un petit peu vers où Deleuze va tendre par rapport à Descartes. Puis, depuis ces idées qui remplissent la mémoire de l'esprit va tendre vers la transcendance. Deleuze reprend le mot, mais pour désigner autre chose que ce qui se trouverait au-delà de la nature, la transcendance qui est le savoir formel et abstrait, inventé par l'esprit humain, par l'imagination humaine en quelque sorte. Cette transcendance, c'est donc une invention de l'imagination, d'une imagination transcendantale, comme je le dirai tout à l'heure, on y reviendra. Deleuze qui en profite pour opposer l'invention comme méthode synthétique à la méthode analytique de Descartes qui s'appuie sur trop de présupposés, selon Deleuze, autrement dit. Deleuze qui dit que le « je pense » de Descartes est une invention. C'est quelque chose qui vient après coup. Le « je » est fêlé, nous dit Deleuze, c'est-à-dire qu'il est brisé parce qu'il dévoile quelque chose sous lui. La fameuse subjectivité inventée par l'imagination, selon Deleuze. Deleuze qui va dire que c'est Kant qui a brisé le premier, le cogito. Parce que Kant, dans la critique de la raison pure, va dire que le « je pense » en fait, c'est une détermination par le temps d'un « je suis » indéterminé. Ce qui amène Deleuze à bondir sur le sujet pour dire Kant a fêlé le je, il l'a brisé de l'intérieur. Le cogito s'est révélé être une invention schématique, c'est-à-dire tracée par l'imagination, résultat d'un travail de l'imagination. Et pour Deleuze, sous cette unité inventée en droit, c'est-à-dire c'est une fiction, c'est une invention du « je pense », se trouve en réalité une multiplicité concrète de faits. Donc la réalité, quelque chose de plus réel que le cogito, qui n'est qu'une invention dérivée en droit
d'un esprit qui Deleuze appelle le moi dissous. L'esprit qui est vide, mais qui est en même temps une multiplicité, puisqu'il se remplit d'une multiplicité d'idées à travers l'expérience d'une réalité concrète. Et s'il se remplit d'une multiplicité d'idées, l'esprit, c'est qu'il y a en lui une forme de mémoire que Deleuze appelle involontaire, en ce sens où l'esprit est pas en contrôle de ce qu'il expérimente. Bon. Et c'est quelque chose d'inconscient, mémoire inconsciente remplie d'idées chez Deleuze, d'idées qui deviennent, dans l'esprit, des conditions transcendantales permettant, après coup, l'invention de connaissances formelles et abstraites, des représentations qui peuvent être de l'ordre du sujet humain, ou encore des connaissances comme les savoirs scientifiques, ou les savoirs philosophiques, ou tous les types de savoirs, autrement dit, pour Deleuze. Le cogito est donc une invention. C'est une subjectivité déterminée. La fêlure du jeu révèle quelque chose de plus concret que Deleuze appelle le moi dissous, l'esprit indéterminé, autrement dit. Deleuze qui écrit « Sous le moi qui agit, il y a des petits moi qui contemplent et qui rendent possible l'action et le sujet actif. » Et je m'arrête ici sur le mot « contemple » parce que Deleuze dit bien que l'esprit, à la base, avant d'être activité, il est passif. Parce qu'il reçoit dans l'expérience, parce que l'expérience le frappe, le force, le violente, d'une certaine façon. C'est un mot un peu fort que Deleuze aime bien utiliser pour nous faire sentir un peu ses idées. Bon, c'est l'idée que l'esprit expérimente malgré lui des forces de toutes sortes, à travers des rencontres hasardeuses avec des choses concrètes, obscure et confuse. Deleuze dit, faut l'accepter. L'expérience est effectivement obscure, confuse, imprévisible, indéterminée. Il y a de l'étrange, il y a de l'inconnu. Des personnes, des objets, des matières, va d'ailleurs préciser Deleuze dans Proust et les signes notamment. Avant qu'il y ait toute pensée active, liée à un savoir, liée à une volonté consciente, il y a de l'apprentissage qui s'opère depuis le nouveau, le non-savoir, l'involontaire, nous dit Deleuze. Je vais sauter la citation parce que je risque de manquer de temps. Donc, j'arrive tout de suite à cette idée qu'apprendre pour Deleuze, c'est expérimenter. L'expérience amène l'esprit à apprendre. Et c'est là peut-être Deleuze le véritable commencement. Commencement entre guillemets parce que Deleuze aime pas trop le terme. On commence toujours par le milieu. On commence toujours au milieu d'un hasard. Commencement n'est qu'un mot, autrement dit. Il n'y a pas de véritable commencement dans la recherche de savoir pour Deleuze. L'expérience étant quelque chose d'un peu chaotique, un mot un peu poétique pour exprimer le hasard et l'imprévisible, autrement dit, et des idées se créent dans la mémoire de l'esprit. Deleuze qui dit que Descartes a cru que l'expérience n'avait rien à nous apprendre, Descartes qui aurait mis les difficultés du hasard de côté pour se tourner vers la facilité de la méthode, ça ressemble un peu à ce que Kierkegaard disait lorsqu'il disait que l'existence c'est quelque chose de difficile qui ne se pense pas, parce que du moment où on pense l'existence, on en sort dans la facilité des abstractions. Ça ressemble un petit peu à ça, ce que Deleuze critique à Descartes. Deleuze qui écrit « Sans doute donc est-il difficile en fait de penser, mais le plus difficile en fait passe encore pour le plus facile endroit. Ce pourquoi la méthode elle-même est dite facile du point de vue de la nature de la pensée, cette notion de facile empoisonne tout le cartésianisme. Peut-être que l'expérience de la réalité est plus difficile qu'on le pense. Peut-être qu'il faut l'accepter autrement dit, avec sa part d'obscurité et de confusion. Apprendre se fait à travers le hasard des rencontres. La pensée active s'active en fonction des idées qui ont été créées sous l'influence de ces rencontres. On expérimente, des idées se créent dans notre mémoire, on finit par en tracer schématiquement des abstractions, des représentations formelles, etc. Et Deleuze est assez clair dans cette citation de différence et répétition. On ne sait jamais d'avance comment quelqu'un va apprendre. Par quels amours on devient bon en latin? Par quelle rencontre on est philosophe? Dans quel dictionnaire on apprend à penser? Les limites des facultés s'emboîtent les unes dans les autres sous la forme brisée de ce qui porte et transmet la différence.
Il n'y a pas de méthode pour trouver les trésors et pas d'avantage pour apprendre, mais un violent dressage, une culture ou paideia qui parcourt l'individu tout entier. Donc Descartes, selon Deleuze, a inventé l'innéité du sujet, l'idée d'une lumière naturelle de la raison. C'est une invention de Descartes. C'est l'expérience pour Deleuze qui remplit l'esprit transcendantal d'idées, les idées qui sont un peu des traces mémorielles dans l'inconscient pour Deleuze, autrement dit. Et c'est Deleuze qui écrit, c'est sur l'apprendre et non sur le savoir que les conditions transcendantales de la pensée doivent être prélevées, apprendre qui provoque la pensée à un niveau inconscient, nous dit Deleuze. Et c'est après coup que l'imagination entre dans une sorte de travail de schématisation à partir des idées créées qui tiennent lieu de conditions transcendantales pour Deleuze. L'imagination entre dans une activité d'invention, de schématisation de formes, d'abstraction, et c'est là que la pensée tend, après coup, vers la conscience, les souvenirs, la perception, c'est-à-dire ce qu'on reconnaît dans ce qu'on sent, la compréhension, la réflexion, la raison là-dedans, pourquoi pas, l'entendement, etc. Sous les représentations subjectives, il y a donc tout un processus d'invention, nous dit Deleuze, tout un passage de l'imagination spontanée aux facultés actives de la représentation réfléchie, de la mémoire et de l'intelligence. Donc, l'esprit passif, tel que Deleuze le décrit, le « je suis indéterminé » devient alors, après coup, un sujet actif dans le sens du cogito chez Descartes, le fameux « je pense » déterminé. Et je conclus la partie sur Deleuze, j'arrive à la fin tranquillement. Il y a donc 3 étapes de la pensée qui ressortent de cette conception deleuzienne de la pensée, justement. Premièrement, l'esprit expérimente et sent dans le hasard obscur et confus des rencontres avec les choses concrètes. Rencontre avec des forces présentes et l'esprit ici est d'abord passif. Ensuite, à partir de ces rencontres, il y a dans l'esprit la création d'idées, c'est ça que Deleuze appelle l'apprentissage, la mémorisation dans l'inconscient d'idées, de traces mémorielles de ce qui a été senti dans le concret, qui deviennent après coup des conditions de la pensée, et à partir de ces conditions, l'imagination entre en activité, se met à travailler, à schématiser, vers l'invention de représentations formelles et abstraites, et c'est là que le savoir clair et distinct a sa place. Autrement dit, il y a une schématisation de connaissances vers le sujet actif qui est inventé, le cogito. Donc Deleuze qui écrivait « Apprendre n'est que l'intermédiaire entre non-savoir et savoir, le passage vivant de l'un à l'autre. » Donc j'en arrive à la conclusion. Est-ce qu'on peut voir chez Deleuze et chez Descartes 2 espèces d'étapes de la pensée, si on décide de les brancher ensemble, leurs 2 philosophies, aussi contradictoires puissent-elles être? Ce serait l'idée qu'avant la pensée, il y aurait de l'apprentissage sous la forme d'une tension passive de cette pensée, justement, qui subirait l'expérience, autrement dit. Et s'il y aurait en elle la création d'idées depuis le hasard chaotique de l'expérience, hasard il y a de la multiplicité là-dedans, il y a une multiplicité d'idées qui se créent dans l'esprit, autrement dit, et là c'est la zone de l'inconnu qui est expérimentée, de l'obscur, le confus, la mémoire retient des idées, ou des idées se créent en elle de façon involontaire, toujours avec une ouverture vers la nouveauté, vers la différence de l'expérience. Et après coup, la pensée tendrait vers le savoir, et c'est là qu'elle deviendrait active. Il y aurait une tension active de la pensée sous la forme d'une conservation de connaissances, sous l'aspect d'une détermination ordonnée par la raison vers l'unité. Vers l'unité, le tout avec un travail d'imagination transcendantale qui soutient le tout, l'entendement et la mémoire évidemment consciente, les souvenirs ont un rôle à jouer là-dedans, et on tendrait vers le connu, le clair, le distinct. La mémoire deviendrait volontaire parce qu'on est devenu sujet et on est en contrôle, on a une volonté, et l'acquis. Et c'est ma dernière diapositive. Peut-être que tout ça pourrait ouvrir, ça c'est une forme d'ouverture ici, vers une sorte de conception épistémogonique de la pensée, à travers laquelle on verrait le passage
de l'apprentissage au savoir, avec l'expérience comme point de départ, que je mets en guillemets ici, une forme de genèse de la pensée depuis les rencontres concrètes avec des forces diverses, ne serait-ce qu'un livre qui nous bouleverse, par exemple, bon, vers la sagesse abstraite, les formes, autrement dit, qui relèvent de la connaissance abstraite après coup, comme Descartes souhaitait développer de son côté. J'en reviens au sapere aude, oser être sage. Donc, peut-être qu'il s'agit au fait d'avoir le courage d'expérimenter, dans l'expérience bien sûr, pour ensuite, après coup, s'efforcer de réfléchir vers les abstractions. Donc, le courage et l'effort qui peuvent être interprétés dans ces deux sens. Et Kant qui écrivait « Ose te servir de ton propre entendement » pourrait devenir « Ose t'ouvrir à ta sensibilité et ensuite te servir de ton propre entendement. » Merci. Alors, on a le temps pour peut-être 2 questions rapides. C'est mon estimation. Levez votre main, si vous voulez. Personne d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres? On donne la priorité aux non-organisateurs. Très, très court. Je connais très, très peu Deleuze. J'ai vu des similitudes avec Hume. Est-ce que c'est la même manière qu'on va construire la connaissance avec l'expérience qui est première? C'est une question très intéressante. Le premier livre de Deleuze est sur Hume. C'est un hommage à Hume, en fait. C'était son mémoire de maîtrise, en fait. Empirisme et subjectivité. Deleuze s'est beaucoup inspiré de Hume, mais il a quand même tenté de dépasser Hume, parce qu'il reproche à Hume d'avoir interprété la notion d'idée sous la forme de copie provenant de l'expérience, comme si les idées étaient des copies imagées de ce qui a été expérimenté auparavant, et il reproche à Hume également d'en être resté à des principes d'association pour interpréter le développement de la connaissance à un niveau subjectif, déjà conscient. Il a voulu pousser Hume, le faire craquer en quelque sorte, pour y établir le transcendantal et une nouvelle interprétation de l'idée comme création depuis le concret plutôt que copie du concret. Donc il a voulu aller plus loin qu'Hume, mais Hume est l'une de ses sources d'inspiration, tout à fait. Oui, vous parlez à un moment donné d'avoir le courage d'expérimenter, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer que l'expérimentation va de soi? C'est quelque chose qui est déjà donné, donc qui demande pas d'effort, c'est passif. Donc comment on pourrait avoir un courage de faire quelque chose qui est passif? Bon, vous avez parlé de l'ouverture à la sensibilité, je suis pas sûr de comprendre. C'est un point effectivement sur lequel j'ai pas trop axé, j'avais peut-être ça à l'idée, ça a peut-être pas été aussi clair. C'est que Deleuze a tendance à critiquer cette idée que on a tendance à tout le monde expérimente, mais on a tendance à expérimenter en rapidement essayant par un effort de pensée de tout nous rendre familier. C'est-à-dire qu'on essaie de reconnaître autant que possible de choses dans l'expérience immédiate. Deleuze va dire on a tendance à expérimenter à travers un voile de clichés. Quand je dis avoir le courage d'expérimenter, ce serait peut-être l'idée de s'ouvrir à la nouveauté en mettant de côté ce qu'on connaît déjà ou les clichés, préjugés, et là il y aurait peut-être un petit sens cartésien à amener là-dedans. Ce serait expérimenter dans l'immédiat sans recours à la raison. S'ouvrir à la sensibilité en mettant sa raison de côté pour s'y accrocher ensuite, pour se mettre à réfléchir ensuite. C'est un peu ça que je voulais dire.